Il avait la voix d'un gentleman et le visage d'un homme qui avait tout vu. La mélancolie, la tendresse, l'ironie et une colère silencieuse. Pour beaucoup, Philippe Noiret n'était pas seulement un acteur français, il était la France elle-même, introspective, complexe et intemporelle. Il a charmé Catherine Deneuve, tenu tête à Romy Schneider et est devenu l'âme poétique de Cinéma Paradiso. Pourtant, derrière l'élégance et les distinctions, il a vécu une vie marquée par des douleurs cachées, des pertes personnelles et un combat stoïque contre une maladie lente et cruelle qui finirait par l'emporter en silence. Voici l'histoire d'une star réticente qui aimait la campagne plus que Cannes, qui n'a jamais couru après la célébrité mais l'a trouvée malgré tout, et qui nous a quittés dans un dernier adieu murmuré depuis l'ombre d'un garage tranquille. Transformer l'échec en art, les débuts improbables de Philippe Noiret. Philippe Noiret naît le 1er octobre 1930 à Lille, une ville industrielle du nord de la France, loin des cercles intellectuels de Saint-Germain-des-Prés ou des plateaux de cinéma parisiens. Il grandit dans une famille modeste et bourgeoise, marquée par une certaine tradition. Son père, Pierre-Georges Noiret, issu d'une ancienne lignée picarde, travaille comme représentant de cols amovibles pour les établissements Sigrand, une entreprise textile réputée. Sa mère, Lucie Clémence Ghislaine Hermann, est d'origine belge et femme au foyer dévoué. Si le foyer est conservateur et structuré, il est aussi imprégné d'un profond respect pour la littérature et les arts. Le père, malgré son côté pragmatique, nourrit une passion pour la poésie et la prose classique, qui s'infiltrera silencieusement dans l'imaginaire du jeune Philippe. Son enfance est marquée par l'instabilité géographique. De Lille, la famille déménage à Boulogne-sur-Mer, puis Berck, Lyon, et même brièvement au Maroc entre 1936 et 1938, alors que la France traverse une période politique trouble et que les derniers feux de l'empire colonial vacillent. C'est finalement à Toulouse que la famille s'installe durablement, une ville que Philippe évoquera plus tard avec une tendresse teintée de nostalgie. Ces déplacements incessants nourrissent chez lui un sentiment d'errance, une réserve qui deviendra plus tard une composante essentielle de son jeu d'acteur. Son éducation catholique traditionnelle ne parvient pas à éveiller son intérêt pour les études. Élève distrait et peu discipliné, il est renvoyé du prestigieux lycée Janson de Sailly à Paris pour manque de résultats. En septembre 1945, il entre au Collège de Juilly, un établissement oratorien réputé pour sa rigueur. C'est là, de manière inattendue, que sa vocation se dessine. Il y rencontre le père Louis Bouillet, un prêtre éclairé qui croit au pouvoir éducatif du théâtre. Bouillet détecte la sensibilité enfouie de Noiret et l'invite à monter et jouer des pièces scolaires. Ce geste apparemment anodin change sa vie. Bouillet organise des représentations devant un public choisi, dont les écrivains Julien Green et Marcel Jouandeau. Ces derniers, impressionnés par la prestation de Philippe, louent son talent brut. Pour la première fois, il se sent encouragé et envisage un avenir au-delà des échecs scolaires. Il commence aussi à chanter dans le chœur La Cigale, affilié aux Petits Chanteurs à la Croix de Bois. En 1949, à 19 ans, il enregistre un disque religieux dirigé par le compositeur François Vercaine et chante même à la basilique Saint-Pierre de Rome lors des fêtes de Pâques. Cette même année, après 3 tentatives infructueuses, il abandonne définitivement l'idée d'obtenir le baccalauréat. Cherchant une autre voie, il s'inscrit à Paris à l'Association de l'éducation par le jeu dramatique, EPJD, sous la direction de Roger Blin, metteur en scène d'avant-garde proche de Jean Genet et Samuel Beckett. Ses cours, bien moins institutionnels que ceux du conservatoire, lui offrent pourtant un espace de liberté et de spontanéité. Il rejoint ensuite le Centre dramatique de l'Ouest, où il noue une amitié durable avec Jean-Pierre Darras. En 1953, à 23 ans, il auditionne pour le Théâtre national populaire, TNP, dirigé par Jean Vilar. Ce dernier est absent, mais Gérard Philippe, étoile du théâtre français, assiste à l'audition et convainc la troupe d'accepter Noiret. Pendant 7 ans,
Il incarne plus de 40 rôles au TNP. Dans Le Cid, Macbeth, Dom Juan, Le mariage de Figaro, Le malade imaginaire. Entouré de Jeanne Moreau, Sylvia Montfort ou encore Jean Negroni, il se produit au Théâtre de Chaillot et au Festival d'Avignon, participant à la démocratisation du théâtre classique. Mais Noiret ne se sent jamais totalement à sa place parmi ces figures élancées du drame français. Large d'épaules, introspectif, souvent relégué au rôle comique ou au serviteur, il ne correspond pas au canon du jeune premier romantique. Cette différence, cependant, devient peu à peu sa signature. Il développe un style singulier, mêlant ironie douce et fragilité intérieure, capable d'incarner aussi bien l'homme ordinaire que le personnage moralement ambivalent. À la fin des années 1950, poussé par le besoin de se renouveler, il se tourne vers le cabaret. En duo avec Jean-Pierre Darras, il connaît un succès inattendu dans les clubs comme l'Écluse ou les Trois Baudets. Ensemble, ils parodient Louis XIV, Racine et autres figures historiques pour dénoncer la politique contemporaine et égratigner le général de Gaulle. En 1960, après presque 10 ans de théâtre, Noiret prend une décision radicale. Il quitte le TNP. Il sait que sans ce nouveau saut dans l'inconnu, il risque de stagner. Le cinéma l'attend, encore hésitant, mais prêt à être surpris. L'ex-cancre, le choriste timide, le second rôle à l'air gauche, est désormais prêt à transformer ses failles en force, et son parcours heurté en une légende du 7e art. Transformer l'échec en art, les débuts improbables de Noiret. Philippe Noiret est né le 1er octobre 1930 à Lille, dans le nord de la France, une ville davantage connue pour son industrie que pour les arts. Son père, Pierre-Georges Noiret, issu d'une vieille famille picarde, travaillait comme représentant pour une entreprise spécialisée dans les cols de chemise amovibles. Sa mère, Lucie Eyermann, était une ménagère belge. La famille, modeste, appartenait solidement à la petite bourgeoisie provinciale. Les premières années de Philippe furent marquées par des déplacements constants, son père changeant souvent de poste et la guerre les menant même au Maroc entre 1936 et 1938. Ils finirent par s'installer à Toulouse, une région à laquelle Philippe restera attaché toute sa vie. Enfant, il reçut une éducation catholique traditionnelle, mais il peinait. Sur le plan scolaire, il échouait, du moins selon les critères classiques. Après un passage par le prestigieux lycée Janson de Sailly à Paris, dont il fut expulsé, il fut inscrit au collège de Juilly en Seine-et-Marne en 1945. Même là, il se sentit perdu parmi des camarades issus de lignées aristocratiques et soumis à de hautes attentes. Il échoua à 3 reprises au baccalauréat. 3 tentatives humiliantes qui le hanteront à l'âge adulte. Il se décrira plus tard non seulement comme un mauvais élève, mais comme un cancre, et cela le marqua profondément. Pour compenser, ses parents, espérant lui redonner confiance, vendirent leurs alliances pour lui offrir une bague chevalière ornée d'armoiries imaginaires, un geste émouvant révélateur de leur amour, mais aussi de leurs limites. Ironie du sort, c'est à Juilly, de tous les endroits possibles, qu'il trouva sa vocation. Un prêtre nommé Louis Bouillet, membre de l'ordre oratorien, perçut chez ce grand garçon maladroit quelque chose que les autres avaient ignoré. Bouillet lui proposa de monter des pièces de théâtre afin de découvrir si le métier d'acteur pouvait lui convenir. Ces spectacles d'élèves prirent une importance inattendue. 2 grandes figures littéraires, Julien Green et Marcel Jouandeau, assistèrent à une représentation et furent, dit-on, touchés par la présence de Noiret. Leurs louanges offrirent au jeune homme quelque chose qu'aucune école ne lui avait donné, une validation. En 1949, à 19 ans, et ayant complètement tourné le dos au monde académique, Noiret se tourna vers le théâtre. Il suivit les cours de Roger Blin, metteur en scène renommé et collaborateur de Jean Genet et Samuel Beckett,
à l'Association pour l'éducation par le jeu dramatique, EPJD, à Paris. À la même époque, il rejoignit le Centre dramatique de l'Ouest à Rennes, où il rencontra Jean-Pierre Darras, futur partenaire de scène. Ce furent des années de formation, riches en expérimentation et en camaraderie, mais pauvres en glamour. Noiret chanta aussi brièvement dans une chorale itinérante, la Cigale, affiliée aux Petits Chanteurs à la Croix de Bois, et enregistra même un disque sous la direction de François Vercaine. Ses détours musicaux, bien qu'abandonnés, enrichirent son timbre et son style. Sa véritable percée eut lieu en 1953, lorsqu'il fut admis au Théâtre national populaire, TNP, alors basé au Palais de Chaillot. Ce fut un moment décisif. Jean Vilar, le directeur et grand réformateur du théâtre français, était absent le jour de l'audition, laissant à l'acteur Gérard Philippe le soin de juger. Noiret fut accepté. Au cours des 7 années suivantes, il participa à plus de 40 productions, interprétant des œuvres allant du Cid de Corneille à Macbeth de Shakespeare, en passant par Dom Juan de Molière. Ses collègues incluaient les futures stars Jeanne Moreau, Sylvia Montfort, Laurence Bady et Jean Negroni. Il se produisit régulièrement au Festival d'Avignon, fondé par Vilar, et prit part à une révolution culturelle visant à rendre le théâtre accessible à tous. Et pourtant, malgré la noblesse de la mission et les éloges critiques, Noiret se sentait toujours un peu imposteur. Son physique, carrure imposante, paupières tombantes, voix grave, le distinguait des jeunes premiers de l'époque. Il n'avait ni l'allure de Gérard Philippe, ni celle de Jean Marais, et il en était conscient. Sur scène, il interprétait souvent des seconds rôles, voire des bouffons, ce qui lui convenait parfaitement. Il développa un sens extraordinaire du timing et de la présence, capable de suggérer une profondeur sans ostentation. Pourtant, il ne se sentit jamais pleinement à l'aise au théâtre. Des années plus tard, il confiera que le théâtre l'avait toujours angoissé, voire rendu malade. Au théâtre, disait-il, on est exposé chaque soir et cela me terrorisait. Au début des années 1960, Noiret commença à ressentir de l'impatience. Il aspirait à autre chose, quelque chose de plus libre, peut-être mieux adapté à son charme mélancolique. Cette chose fut le cinéma. Bien qu'il ait eu quelques apparitions anecdotiques, notamment dans Olivia en 1951, son véritable début au cinéma eut lieu en 1955, lorsqu'Agnès Varda le choisit pour jouer face à Sylvia Montfort dans La Pointe courte. Il obtint le rôle après que l'acteur George Wilson tomba malade. Le film, aujourd'hui considéré comme un précurseur de la nouvelle vague, fut tourné avec très peu de moyens et passa inaperçu à l'époque. Mais il deviendra une petite légende, et Noiret ne se remettra jamais du choc de se voir à l'écran. « Je me suis vu marcher de dos », dira-t-il plus tard, et cela m'a physiquement dérangé. Du théâtre à l'écran. L'accession réticente à la célébrité. Lorsque Philippe Noiret se retrouva pour la première fois devant une caméra de cinéma, il ne se sentait pas à sa place. Dans Olivia, le film de Jacqueline Audry de 1951 sur l'amour interdit dans un pensionnat, sa présence était si mineure qu'elle en devenait invisible. Juste une silhouette à l'arrière-plan d'une scène dans un salon de thé. Il n'était pas crédité, à peine remarqué. Mais ce moment le marqua. Le médium lui semblait étranger et son malaise était profond. Même des années plus tard, il se souvenait de la gêne d'avoir vu son propre dos à l'écran dans La Pointe courte, tourné en 1954 par une jeune Agnès Varda. Il avait été choisi à la dernière minute, l'acteur George Wilson étant tombé malade. Malgré la modestie de la production et le tournage improvisé dans le village de pêcheurs de Sète, l'expérience le marqua, notamment par le doute. Il fut physiquement malade en se découvrant aussi maladroit. Le cinéma, pensait-il, était pour les gens beaux. Lui se trouvait trop ordinaire. Dans le paysage cinématographique des années 1960, les chances n'étaient pas de son côté. La nouvelle vague battait son plein, dominée par des jeunes talents photogéniques comme Jean-Paul Belmondo,
Alain Delon et Jean-Pierre Léaud. Des réalisateurs comme Truffaut, Godard et Chabrol privilégiant la jeunesse brute, l'esthétique rugueuse et les expérimentations caméra à l'épaule. Noiret, corpulent avec une expression tombante, ne rentrait pas dans le moule. Trop grand, trop lent, trop subtil. Il se tourna alors vers les traditionalistes, les maîtres vieillissants et les artisans fiables. Il travailla avec Jean Delannoy sur La Princesse de Clèves, Pierre Gaspard VIII sur Le Capitaine Fracasse et René Clair sur Tout l'or du monde. Ces films n'étaient pas audacieux, mais ils lui offraient un espace pour évoluer, généralement dans des seconds rôles, jouant souvent des oncles, des bureaucrates ou des hommes d'âge mûr un peu grotesques. Parallèlement, il bâtissait un parcours international, souvent engagé dans des coproductions ou dans le rôle du gentleman français à l'étranger. Il apparut dans Lady L, réalisé par Peter Ustinov, The Day the Fish Came Out, de Michael Kakoyannis, et travailla même avec le légendaire George Cukor dans Justine. Son anglais n'était pas excellent, mais sa présence était magnétique. Alfred Hitchcock lui confia un rôle dans Topaz, son thriller de la guerre froide de 1969. Bien que Noiret n'y ait tenu qu'un petit rôle, cela marqua son entrée dans une nouvelle sphère de visibilité internationale. Pourtant, aucun de ses rôles ne fit de lui une vedette. Il restait l'acteur de soutien solide, toujours fiable, rarement inoubliable. Tout changea en 1968 avec Alexandre le Bienheureux, un film qui transforma ses limites perçues en atouts. Réalisé par Yves Robert, il racontait l'histoire d'un fermier veuf qui, las de la tyrannie de la productivité, décide de ne rien faire. Il reste au lit, joue avec son chien et laisse le monde s'agiter sans lui. Le film sortit quelques mois avant les soulèvements étudiants de mai 1968 et captura un esprit de résistance par la simplicité. Le charme endormi de Noiret et son humour discret firent d'Alexandre un révolutionnaire silencieux. Pour la première fois, le public ne se contenta pas de le remarquer. Il l'adora. Il devint une sorte de héros populaire, icône anti-système qui avait simplement choisi de se reposer. À partir de là, ses rôles gagnèrent en profondeur et en nombre. Dans La vie de Château, il interprétait un noble réticent pris entre la résistance et l'occupation allemande, aux côtés de la lumineuse Catherine Deneuve. Il la retrouva dans Tendre Poulet et donna la réplique à Belmondo dans Tendre Voyou. Il incarna des personnages intelligents, cyniques et discrètement puissants, des professeurs, des prêtres, des juges, des maris, toujours avec une touche d'ambiguïté. Son registre s'élargit considérablement. Du ressort comique au centre moral, du benet inoffensif à l'intellectuel tourmenté. Cette polyvalence attira l'attention d'un jeune cinéaste nommé Bertrand Tavernier, ancien attaché de presse devenu réalisateur. Les deux hommes nouèrent immédiatement une complicité, tous deux curieux, politisés et passionnés de narration. En 1974, Tavernier lui confia le rôle principal dans L'Horloger de Saint-Paul, celui d'un horloger calme et réfléchi de Lyon dont le fils commet un meurtre politique. C'était une étude de caractère lente et subtile, traitant du silence, de la justice et du fossé entre générations. L'interprétation de Noiret fut magistrale, contenue, hantée, profondément humaine. Il ne criait pas, n'exprimait pas trop. Il existait, avec un poids immense. Cette collaboration s'étendit sur près de 3 décennies et 8 films, dont Que la fête commence, Le juge et l'assassin et La vie et rien d'autre. Chacun de ces projets renforce la réputation de Noiret comme l'un des acteurs les plus fiables et expressifs de sa génération. Au milieu des années 1970, il n'était plus un simple membre du casting. Il était le film. Les réalisateurs écrivaient des rôles pour lui. Les producteurs misaient sur lui. Le public le reconnaissait immédiatement. Son visage était celui de la conscience française. Imparfaite, observatrice, digne, fatiguée et sage. Embrasser l'obscurité et la lumière, les contradictions de la célébrité. En 1976, le public découvrit un autre Philippe Noiret. Il n'était ni doux ni amusant.
Il était brisé, furieux, terrifiant dans Le Vieux Fusil. Interprétant un médecin qui venge le massacre de sa femme et de sa fille par des soldats SS, sa performance fut brute, inoubliable. Le film, inspiré par l'atrocité réelle d'Oradour-sur-Glane, lui valut son premier César du meilleur acteur. Ce fut un rôle déterminant, qui changea à jamais la façon dont le public le percevait. Il n'était plus simplement un acteur de composition. Il devenait une figure nationale. Ce qui suivit fut une période de grande énergie créative. Il alterna entre des succès populaires comme Les Ripoux, où il incarnait un flic corrompu mais étrangement attachant, et des films d'auteurs controversés comme La Grande Bouffe. Ce dernier, portrait scandaleux d'hommes mûrs se laissant mourir dans une orgie nihiliste de nourriture et de sexe, scandalisa le Festival de Cannes. Mais Noiret ne broncha pas. Il croyait au pouvoir du cinéma de provoquer, de refléter les absurdités et les blessures de la société. Il n'avait pas non plus peur d'incarner des personnages faibles, imparfaits, voire méprisables. En Italie, il devint une figure adorée, apparaissant dans Mes chers amis, Le désert des Tartares, puis plus tard dans Cinéma Paradiso, le film qui le ferait connaître au monde entier. Dans le rôle d'Alfredo, le projectionniste aveugle qui devient le mentor d'un jeune garçon, Noiret livra sans doute sa prestation la plus tendre et la plus aimée. Le public en pleura. En 1990, il remporta son second César pour La Vie, et rien d'autre, encore sous la direction de Tavernier, interprétant un officier de la Première Guerre mondiale en quête de cadavres et de sens dans un paysage ravagé. À ce stade, Noiret était devenu une présence familière non seulement dans les foyers français, mais aussi dans l'âme culturelle de la nation. Se retirer avec grâce, ralentir sans disparaître. Les années 1990 marquèrent une phase plus silencieuse. Toujours très demandé, Noiret devint plus sélectif. Il choisit la profondeur plutôt que la visibilité. Et nombre de ses rôles durant cette décennie reflétèrent le poids de l'âge, de la mémoire et du deuil. Dans Uranus, il explora les tensions de l'après-guerre. Dans Le Facteur, il prêta ses traits au poète chilien exilé Pablo Neruda, aux côtés de Massimo Troisi. Le rôle, contenu et mélancolique, convenait parfaitement à sa présence vieillissante. Son visage, autrefois rond et doux, était devenu plus grave, presque sculptural. En 1996, il retrouva ses amis proches, Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel pour Les Grands-Ducs, une comédie nostalgique sur des acteurs vieillissants cherchant à revivre leur gloire passée. Bien que le film ne trouvât pas son public, leur complicité hors caméra demeura intacte. La même année, Noiret prêta sa voix à Draco, le dragon du film Cœur de dragon, Dragonheart, dans la version française, rôle originellement doublé par Sean Connery. Ce fut une rare incursion dans le genre fantastique, mais sa voix si singulière donna au personnage une gravité inattendue. Il retourna au théâtre en 1997, après 3 décennies d'absence, dans Les Côtelettes, puis dans Love Letters aux côtés d'Anouk Aimée. Le public l'accueillit chaleureusement, même si certains critiques furent plus réservés. Pourtant, il ne vacilla pas. Il savait qui il était et ce qu'il avait à offrir. Dans Père et Fils, réalisé par Michel Bougenat, il offrit une dernière performance adorée, celle d'un père qui feint une maladie incurable pour réunir ses fils éloignés. Le rôle, à la fois comique et profondément touchant, résonna auprès des spectateurs. Ce fut sa dernière grande apparition à l'écran. Dire adieu en silence, les derniers jours. En 2006, Philippe Noiret était gravement malade. Le cancer, apparu discrètement des années plus tôt, était revenu avec force. Il savait que ses jours étaient comptés. Pourtant, lorsque Michel Bougenat lui proposa un petit rôle dans 3 amis, Noiret insista pour le jouer, contre l'avis de ses médecins. Ce serait une scène brève, improvisée dans un garage, avec Pascal Elbé à ses côtés. Sur le plateau en septembre 2006, visiblement affaibli et plein de médicaments, il refusa que quiconque applaudisse après sa dernière prise. Quelques instants après le tournage, il disparut dans la voiture que son chauffeur avait préparée. Lorsque Elbé le rejoignit à l'extérieur,
il lui murmura « Je ne voulais pas que tu me vois comme ça ». Le 23 novembre 2006, quelques semaines plus tard, Philippe Noiret mourut à son domicile du 7e arrondissement de Paris. Il avait 76 ans. Sa disparition suscita des hommages dans toute la France. Le président Jacques Chirac le qualifia de « géant ». Le ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabre salua sa voix incomparable et son élégance en tout point. Jean Rochefort, bouleversé, déclara simplement « Un grand seigneur nous a quittés ». Les obsèques de Noiret, célébrées à la basilique Sainte-Clotilde, furent suivies par de nombreux cinéastes et acteurs français, bien que Rochefort et Marielle, trop affectés, n'y assistèrent pas. Monique Chaumette, son épouse depuis 44 ans, prit plus tard la douloureuse décision de vendre leur maison de campagne à Montréal, dans l'Aude, un lieu rempli de chevaux et de souvenirs. Elle conserva leur appartement parisien, qui resta longtemps intact, tel un musée intime. Près de 20 ans plus tard, Pascal Elbé y retourna pour aider à le vider. Sa présence était partout, se souvient-il. C'est un héritage puissant. Il n'a jamais couru après la lumière, et pourtant il est devenu un symbole du cinéma français. Philippe Noiret nous a appris que la grandeur peut être silencieuse, élégante et profondément humaine.